excusez-moi, je dis là, ouais, bon, c'est pas grave, j'ai été comme ça toute la journée au final, hein, mais je m'étais pas vu. Ben, c'est ça. Oui, oui, mais c'est pas très agréable de se voir. Mais bon, moi, je te regarde, tu me regardes, Ouais, faut pas se regarder je vais soi-même. arrêter du coup, voilà. Voilà, ça y est, on est en live sur Éthique. Pour Éthiquement parlant, on fait une interview aujourd'hui. Moi, j'avais très envie de passer un temps avec Alexandre. Euh, Parce que on a besoin d'avoir de tes nouvelles, déjà, primo. Et puis, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a eu des révélations de street press, enfin, dans le corps policier. Donc, j'avais des petites questions à te poser. C'est gentil à toi de répondre du présent. Donc, je voulais d'abord savoir comment ça va toi. Où Ah bah est-ce que alors, t'en es? à titre personnel, ça va du coup, grâce à tous les soutiens que j'ai pu avoir. Je en profite pour remercier des gens aussi qui ont soutenu, quelle que soit la façon dont ils l'ont fait, parce que si sans tous ces soutiens, bah, rien ne serait possible. Donc c'est un travail collectif. Bah, du coup, moi, j'avais été donc suspendu 6 mois ferme et 6 mois avec sursis de mes C'était le 3 fonctions. juillet C'est 2019, ça, ça. exactement, 4 juillet 2019. Et donc j'ai été suspendu jusqu'au 4 janvier. J'ai repris mes fonctions donc le 4 janvier 2020 du coup. Et Et 10 jours après, t'es convoqué à l'IGPN. c'est ça, le 22 janvier, j'étais reconvoqué, voilà, pour exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que pas du tout, une fois de plus, pour des raisons professionnelles, mais des raisons uniquement syndicales, c'est-à-dire pour les prises de position du syndicat Vigie auquel j'appartiens. Donc en plus, un détournement de la procédure disciplinaire qui est utilisé à des fins de répression syndicale plutôt que de réprimer des collègues qui pourraient manquer de déontologie policière, justement. Et c'était assez amusant, ça faisait suite aux déclarations d'Emmanuel Macron et de Christophe Castaner qui disaient on veut plus de déontologie dans la police, on va convoquer les gens qui posent problème. Et 2 jours après, j'étais convoqué. Donc, l'ironie du sort, on n'avait pas la même idée des priorités des gens qui posent problème dans la police, a priori. Donc Mais il voilà, donc était depuis, j'ai repris le question, boulot. si je me rappelle bien, il était question, ou alors dis-moi si je me trompe, que Ouais. tu déposes plainte contre Christophe Castaner, notre ministre exemplaire de l'Intérieur. Alors, Tu l'avais fait finalement ou moi, pas? j'avais déposé plainte sur 2 choses. J'ai déposé plainte au tribunal administratif pour faire casser la sanction, en disant qu'il n'y a pas de raison. Donc, Ouais. c'est le ministère de l'Intérieur qui a attaqué, et au pénal pour discrimination syndicale également. Et donc là, ça peut remonter jusqu'au directeur de la police nationale de l'époque qui m'avait sanctionné donc personnellement. Parce qu'il faut savoir que ma sanction avait été donnée à l'époque le 4 juillet 2019. 2019. Voilà, suite à un conseil de discipline qui n'avait pas donné de sanction. En fait, il a dit on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un niveau de sanction. Et donc, c'est le directeur de la police, le directeur général de la police nationale de l'époque, Monsieur Morvan, qui était incriminé dans certaines affaires, qui avait lui-même proposé la sanction personnellement au ministre. Donc, en fait, c'est un petit peu pour caricaturer. Si demain quelqu'un se fait voler son vélo, il va porter plainte et c'est le voleur qui va décider ou pas des poursuites à donner contre Mmh. lui-même. Donc voilà, donc en général, bah là, le voleur, en concurrence, a dit qu'il était innocent et qu'il allait poursuivre la personne qui lui avait manqué de loyauté. Donc c'est assez amusant. Et sinon, les plaintes sur Monsieur Castaner, donc il n'y en a qu'une seule, parce qu'en tant que ministre, dans la loi française, c'est très compliqué de déposer plainte Ouais. contre un ministre. Ils sont protégés. On en a quand même fait une au nom du syndicat. C'était pour la gestion de la crise Covid-19 au niveau des masques, des distributions, de fait que les policiers ont été vecteurs de propagation du virus parce qu'ils n'étaient pas protégés. Donc c'est Mmh. la seule plainte qu'a faite et la Cour de justice n'a pas retenu pour le moment contre Monsieur Castaner. Elle a juste retenu la plainte qu'on avait déposée contre Édouard Philippe, qui était responsable du gouvernement, en Et puis disant que avec le Monsieur Castaner, remaniement, là, qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces plaintes-là, du coup? bah, les plaintes vont suivre leur cours. Ça va peut-être aider les juges à prendre les bonnes décisions vu qu'ils sont plus aux affaires, ceux Ouais. contre qui on a porté plainte. C'est toujours pareil, c'est quand les gens sont plus aux affaires, ils sont moins protégés. Et d'autres arrivent aux affaires et sont donc protégés le temps qu'ils soient ministres de l'Intérieur, par exemple. D'accord. Et là, t'es en fonction maintenant, là. Donc je suis en fonction donc depuis le 4 janvier, parce que du coup, au final, la crise Covid-19 a fait comme un petit peu pour mon collègue Noam, en fait, qui a été en conseil de discipline lui début février 2020. Toutes les sanctions disciplinaires et les poursuites disciplinaires ont été suspendues le temps de la crise sanitaire. Donc on attend les suites de l'administration plutôt vers septembre, du coup, vu que tout avait été suspendu. Donc voilà, pour rappel, donc mon collègue aussi, Noah Manoir, qui avait Mmh. défendu des propos racistes, enfin, qui avait dénoncé des propos et des images racistes au sein des endroits où il avait travaillé, et qui avait été donc attaqué pour manque de loyauté parce qu'on règle son lynchage en famille, sauf que bah, personne ne voulait le régler, donc c'est lui qui a été incriminé également. Et lui avait pris donc 24 mois sur proposition du Conseil de discipline. Donc le ministre n'a pas encore avalisé, mais on lui avait demandé 24 mois d'exclusion temporaire de fonction, Non. dont 18 fermes, donc encore pire qu'avec moi.
Et depuis, l'actualité, une fois de plus, nous a donné raison. On en parlera tout à l'heure de Bah, on Street en Press parlait, et de ouais, toutes de les Street révélations. Press Voilà. et ouais, les propos racistes. Est-ce que toi, t'as été témoin dans la totalité de ta carrière de fonctionnaire de police? Est-ce que toi, les propos racistes, c'est quelque chose qui était monnaie courante dans ton quotidien, ou c'était un peu une chimère un peu isolée, ou est-ce qu'il y a vraiment, enfin, Street Press l'a démontré, l'enquête est très très bien menée, mais est-ce que toi personnellement, tu l'as vécu de l'intérieur? Dans les différents services, donc ça fait donc maintenant plus de 10 ans que je suis policier, dans les différents services que j'ai fait, à la fois au renseignement, à la police aux frontières, j'ai jamais vu de collègues tenir des propos racistes. Ouais. Donc j'ai jamais vu ça. Donc après, je sais que ça existe parce que par contre, en tant que syndicaliste, évidemment, bah, il y a des collègues qui sont venus nous donner des preuves, Bah des oui. éléments, en disant nous on les a subis, voilà, où on a été témoin de différentes choses. Hein. Je rappelle que dans la police, le racisme tue parce que bah, du coup, on a eu des collègues, c'est arrivé, ça poussait au suicide. Voilà, je leur donne toujours Oh. l'exemple. En 2012 ou 2014, j'ai plus la date de mémoire, j'ai pas assez bien révisé. Un de nos collègues CRS antillais, et à force de se faire traiter de banania par son supérieur hiérarchique et avec la complicité de tout le monde qui gardait le silence, a fini par mettre fin à ses jours. Voilà, à savoir qu'ils étaient 4 à se faire traiter de banania. Ils avaient déposé plainte. La France a été condamnée par l'Europe pour déni de justice parce que leur plainte n'avait pas été traitée. Au Mhm. final, sur les 4, il y en a 3, l'administration a dit, bah, écoutez, on vous envoie où vous voulez. Donc, il y en a 3 qui ont dit, bah, on prend notre mutation et on s'en va. Et le dernier a dit, bah, attendez, moi, je suis victime, pourquoi je devrais partir de mon Mhm. service? C'est aux autres d'être sanctionnés, moi, je reste là. Et du coup, il était tout seul, les brimades ont continué, et donc il s'est suicidé. Donc, c'est pas anodin et ça peut aller très loin. Voilà. Et à l'heure actuelle, ça continue malheureusement. On a des témoignages encore qui arrivent et qui affluencent, qui arrivent, même dès l'école de police. Donc, on a une collègue voilà, dès l'école de police, elle se faisait traiter de bougnoule, de bico, etc. Au bout d'un moment, elle en a eu marre et c'est elle qui va passer en conseil de discipline parce que Ouais. elle a manqué de loyauté envers ses chefs. Sachant que dans cette école de police où elle est, donc c'est à Nîmes, il y a eu 3 ou 4 suicides. 3 suicides, voilà, à chaque fois des personnes de couleur, un formateur, 2 élèves qui se sont suicidés depuis qu'il y a le nouveau directeur de cette école depuis 2 ans. Et il y a eu un groupe WhatsApp qui tenait des propos très racistes, etc., contre une capitaine de cette école typée nord-africaine. Et au final, ces élèves ont juste été déplacés d'école, c'est-à-dire qu'en fait, a priori, si on veut des policiers républicains exemplaires, après, on aurait dû les mettre à la porte. Ils ont juste été déplacés. Donc, ça veut dire que ça pose un sérieux problème. La police garde ses personnels comme ça parce qu'il y a toute une chaîne hiérarchique au niveau déjà de la formation qui protège les gens. Donc, le message envoyé est le suivant. Après, vous pouvez même insulter vos supérieurs hiérarchiques si c'est des propos racistes, a priori. C'est-à-dire que quand on Ouais. insulte, enfin, je veux dire, quand on dénonce des choses de nos supérieurs hiérarchiques, on se fait attaquer pour manque de loyauté. Par contre, quand on tient des propos, donc dans le cas de contre cette capitaine, des propos racistes contre ses supérieurs hiérarchiques, donc dès l'école de police, a priori, là, on est couvert. Donc ça montre bien quand même une certaine mentalité, un certain problème dès la formation et le message envoyé par la police nationale. Et comment ça se passe, toi, quand même? Parce que, alors moi, ça c'est personnel et je tiens à te le dire, mais moi qui suis militante, qui a fait des manifs, qui est passé beaucoup de temps au tribunal, qui connaît les détenus, qui voit les injustices, si l'ensemble, s'il y avait des gens dans la police beaucoup plus nombreux qui pouvaient te ressembler, la France irait beaucoup mieux. Donc déjà, chapeau d'assumer tout ça. Je voulais savoir à l'intérieur, comment c'est ton rapport avec tes collègues, comment ça se passe le fait que toi, tu dises tout haut des choses qui te paraissent pas éthiques, qui correspondent pas à ton système de valeurs, comment ça se passe à l'intérieur ou dans ton quotidien, ça se passe plutôt bien, ou est-ce que tu subis des pressions, ou comment ça se passe? Alors déjà, c'est pas forcément mes valeurs, c'est mes valeurs, oui, mais c'est les valeurs aussi qui m'ont fait m'engager dans la police, en fait. Ce que je dénonce au Mhm. niveau du syndicat, c'est juste la continuité pour moi de mon travail de policier, en fait. On voit des crimes, on voit des délits, on voit des infractions, on doit lutter contre. Et la police nationale doit être encore plus exemplaire vu qu'on doit faire respecter la loi. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, parce que quand on avait fait un petit sondage sur un groupe justement Facebook de plus de 8000 policiers, la question c'était si jamais vous pouviez changer qu'une seule chose dans la police, qu'est-ce que ce serait? La réponse de 70% des collègues a été notre institution respecte la loi. Voilà, donc ça veut dire D'accord. où on en est. Et sinon, dans mon quotidien, non, dans mon quotidien, ça se passe très bien. C'est aussi un avantage aussi que j'ai, c'est que comme j'ai des super collègues, ils comprennent très bien comment ça se passe. Voilà, dans le service où je suis, le syndicat, j'étais tout seul au début, est devenu majoritaire au fur et à mesure du temps. Donc, non, en fait, j'ai pas de problème avec mes collègues sur le terrain où moi, où je travaille au quotidien. Je suis très bien entouré. J'ai aucun souci à ce niveau-là. Moi, ça se passe plutôt au Ouais, ça niveau va. des politiques qui dirigent la police, des directeurs qui sont nommés par les politiques et qui leur doivent tout.
Donc c'est plutôt à haut niveau à cause du mandat syndical. Voilà, au niveau. Dans mon quotidien de travail, j'ai pas de problème, j'ai juste des problèmes avec les ordres qui viennent des politiques qui nous disent faites n'importe quoi, grosso modo. Si Ouais, alors ça, je c'est hyper caricature à outrance. intéressant. Ouais, mais ça, c'est très intéressant parce que tu mets le doigt sur une question que beaucoup de gens se posent. Euh, comment est-ce que certains policiers, puisqu'il y en a eu des suicides, hein, c'est une catastrophe, euh, arrivent à... Est-ce que parmi les policiers, parmi les CRS, il y en a qui refusent d'obéir aux ordres qu'ils reçoivent? Alors c'est toujours compliqué. Quand un ordre, depuis Monsieur Valls, alors c'est ça qui est magnifique, on a eu un nouveau code de déontologie en 2014. Pour refuser un ordre, il faut qu'il soit manifestement illégal. Ça encore, ça peut se démontrer si on a tous les éléments. Et en plus, Mhm. qu'il remette, et la notion qui est importante, et remettre gravement un intérêt public en jeu, ou quelque chose comme ça. Il faut que les deux conditions soient remplies. Donc en général, l'intérêt public n'est jamais en jeu, donc on doit exécuter l'ordre et s'expliquer après. La deuxième chose, après, pour refuser un ordre, il faut encore savoir tous les éléments et toutes les données pour savoir qui est illégal. Enfin, je pense notamment sur toutes les manifestations, on a pu voir des fois des actions violentes en disant bah, attendez, vous attaquez des manifestants qui n'ont rien fait. Il faut Mhm. savoir que sur ces dispositifs-là, les policiers sont déplacés de point en point, ne savent pas forcément sur quoi ils vont intervenir. Et donc, bah, quand on leur dit vous allez là, il s'est passé ça, vous devez intervenir et disperser le mouvement. Mais 5 minutes avant ou 10 minutes avant, ils n'étaient pas là. Donc, ils sont obligés de faire confiance, une fois de plus, aux personnes qui donnent les ordres et qui sont parfaitement au courant de la situation. Donc après, il faut savoir aussi qu'est-ce que c'est comme ordre illégal, est-ce qu'on en a conscience ou pas au moment où on l'exécute. Donc c'est aussi ce contexte compliqué. Et en fait, donc, je veux dire, la plupart de mes collègues n'ont pas conscience d'exécuter des ordres illégaux parce qu'en fait, sur ce qu'on leur donne de faire, c'est plausible. On leur dit, il y a par exemple un attroupement à disperser, il y a ça à enlever, voilà. Après, il y a la deuxième chose aussi, c'est qu'on a légalisé des choses inadmissible qu'on n'a pas vu depuis la France des années 40, 1940, c'est que c'est passé comme une lettre à la poste. On est quasiment, je crois, le seul syndicat de police à l'avoir dénoncé. C'est qu'il y a eu une loi sur asile et immigration portée par M. Collomb et M. Macron, avec quelque chose où on parle souvent du contrôle au faciès, mais dedans, il y a marqué vous devez contrôler les gens sur leur type étranger. Voilà. Donc, on C'est-à-dire? avait, voilà, c'est dans la loi. Bah, justement, on n'a pas vraiment de précision. On doit contrôler les gens sur leur type extérieur étranger. Donc voilà, donc ça Ok. c'est dans la loi, ça a été voté. Et à partir de là, bah, du coup, on nous dit bah voilà, vous devez contrôler les gens bah, donc, qui sont de couleur parce que vous avez plus de chances que ce soit des étrangers en situation irrégulière ou des choses comme ça. Mais ça a été carrément Mhm. marqué dans la loi, comme à l'époque avec le statut des Juifs, il fallait mesurer le nez, etc. Enfin, je veux dire, on en est là en fait. Sur les gens, les contrôles sur leur apparence étrangère. Et donc, du coup, la loi ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'une apparence étrangère. Mais du coup, voilà, donc le législateur a aussi beaucoup de responsabilités, j'allais dire, parce que on n'a pas beaucoup entendu, quels que soient les politiques, s'effrayer de cette disposition de loi. Et nous, quand on a essayé de le relayer, bah, du coup, il y a eu aussi pas beaucoup d'échos, que ce soit à la fois chez nos collègues que dans la population en général. Donc, il y a des choses graves qui passent, qui sont légalisées parce qu'il y a une sorte d'assoupissement général et on arrive à accepter l'intolérable, quoi. Mais c'est ça, c'est ce dont on parlait. Et pourquoi est-ce que les forces de l'ordre et les policiers, qui savent très bien qu'ils vont subir une détestation citoyenne en faisant ce genre de contrôle, de faciès, etc., pourquoi ils le font? Ah, mais j'ai envie de dire, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. La question que tu m'as posée, c'est pourquoi ils ne refusent Ouais, pas des ordres illégaux. Mais là, c'est pas un mais ordre ouais, illégal, c'est parfaitement ouais, c'est ça, légal. mais La représentation nationale n'a pas fait son travail, enfin, à mon sens, pour s'opposer, par exemple, à ça, en disant que ce n'est pas c'est possible ça. dans une démocratie. Et quand nous, on a essayé d'alerter les gens, personne ne s'est bougé. Donc, au bout d'un moment, en fait, bah, ils disent c'est peut-être la volonté générale qui veut qu'on fasse ça. Et après, la police, en fait, n'a pas normalement un rôle politique. La police est là pour appliquer les lois et l'expression générale et l'intérêt général. Donc, j'espère que l'intérêt général en France, ce n'est pas, par exemple, sur ce point-là particulier, de contrôler les Oui, gens oui. sur leur type étranger. Mais je veux dire, la police, en fait, n'est que le maillon final. Et si tous les autres par vent et par feu avant n'ont pas fonctionné, bah voilà. Donc en fait, c'est même pas la question pourquoi vous refusez pas des ordres illégaux. C'est qu'on a des lois qui sont complètement aberrantes en France à l'heure actuelle. Ça c'est sûr. Puis il y en a beaucoup trop en plus. Donc Ça, on est d'accord c'est aussi. très compliqué. Et toi, par rapport à ton engagement dans la police, puisque c'est ça qui a fait aussi. Là, t'as été plus médiatisé, et puis en plus, vu que tu as écrit L'ennemi de l'intérieur, enfin ton livre, ça a fait parler. Mais par rapport à ton engagement de départ, qu'est-ce que dans la doctrine, enfin, d'être un policier, qu'est-ce qui te choque le plus? Ce contre quoi tu te bats, ce que tu dénonces, qu'est-ce qui te déçoit le plus en fait là-dedans?
C'est qu'on n'est pas au service de l'intérêt général. Voilà, c'est qu'on est au service de personnes d'intérêt particulier, et ça me désole. Et qu'après, la police est instrumentalisée à des fins politiques par tout le monde, plutôt que de se dire au contraire, quels que soient les bords politiques, quelles que soient les pensées politiques, la police devrait être là pour garantir les libertés, pour que chacun puisse débattre. Et qu'on se base Oui, bien sur sûr. après un débat d'idées, et puis la majorité l'emporte. Mais pour garantir ce débat d'idées, il faut que les libertés soient garanties. Ça, c'est le rôle de la police. Donc, par exemple, ce qui m'énerve profondément régulièrement, c'est qu'on entend il faut défendre la sécurité première des libertés. Non, la sécurité n'est pas une liberté. Les droits de l'homme ne garantissent pas la sécurité, garantissent la sûreté. Et en plus, voilà, mais et l'État a un devoir de garantir cette sûreté aux citoyens, justement pour qu'il y ait un débat public, les libertés, etc. Donc on inverse les valeurs. La sûreté est nécessaire pour les libertés, mais ce n'est pas une liberté en elle-même. Et à l'heure actuelle, on est en train de rogner toutes nos libertés au nom de la sécurité. Donc en fait, on est en inverse de ce qu'on devrait faire comme travail, et on essaye d'être instrumentalisé par tout le monde, alors que normalement, la police ne devrait pas avoir une couleur politique, vu que l'intérêt général et tout le monde a le droit de vivre en sécurité. Je ne vois pas quelqu'un qui ne veut pas vivre, va pouvoir se déplacer librement, avoir le droit de manifester, avoir le droit de s'exprimer, et que quand quelqu'un ne respecte pas la loi, parce que les libertés doivent avoir des limites, ou comme celle de son voisin, que je vois personne qui dirait non, moi je veux pas que quelqu'un vienne mettre le holà parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'empêter sur ma liberté. Donc à part quelques personnes qui en plus, je veux dire, qui veulent vivre en marge de toute société, mais à ce moment-là, celle-là ne pose pas problème parce qu'elle vivre ailleurs. Donc voilà, donc en fait, il y a cette instrumentalisation de la police, et ce qui m'énerve profondément. Et dans les derniers changements, pour moi, pour travailler dans un service de renseignement, ce qui m'écœure le plus, j'allais dire, c'est que mon travail, c'était par exemple, notamment de prévoir les manifestations pour qu'elles se passent bien, en lien avec les organisateurs, remonter de savoir ce que demandent les manifestants, quelles que soient leurs idées, et faire qu'après les policiers soient déployés à bon escient pour que ça se déroule bien. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression que mon travail est utilisé juste pour qu'on place les policiers aux endroits, pour tirer dans le tas et réprimer tout mouvement qui veut défiler pour quelle que soit l'idée qu'ils veulent développer. Donc, je dis, moi, je ne me suis pas engagé pour ça. Je me suis engagé pour que ça se passe bien, justement. Et s'il y a des manifestations, il y a des gens qui viennent semer le trouble dans quelle que soit la manifestation, qu'on puisse les écarter. Voilà. Et pour reprendre à parole d'un autre collègue qui est en CRS, il m'a dit, par exemple, une manifestation qui se passe bien, moi, c'est quand je suis sur mon bouclier, je regarde les gens défiler. Parce que Bah, du bien coup, sûr. j'interviens pas, donc je suis pas blessé, je peux pas être mis en cause dans n'importe quelle bavure ou quelle analyse a posteriori de mon travail. Et le soir, je rentre à l'heure. Donc il a dit tout bénef. Hein. Donc voilà, donc c'est ce côté où on a été tous, en fait, toute la police a été dénaturée, changée de ses missions. Même nos collègues en judiciaire, on leur fait certains dossiers, vous pouvez traiter, mais par exemple la délinquance financière, c'est aux abonnés absents, ils n'ont pas les moyens de travailler. Donc en fait, il y a tout, quels que soient les services de police, on nous dévoile nos missions. Voilà. Encore que la En police fait, judiciaire, ça vous éloigne de vos valeurs et de vos engagements, puisque finalement, là, on voit bien que sur le terrain ou en manifestation particulièrement, parce que là, ces 2 dernières années ont été chargées à ce niveau-là, beaucoup dans la rue, on voit bien que même les manifestants voient bien que la police, c'est plus nos héros, ils nous tirent dessus, quoi. Enfin, je veux dire, ça va pas du tout. Et on se dit, mais c'est les boucliers, c'est le dernier rempart entre l'État et le peuple. C'est des fusibles, c'est des boucliers humains. Enfin, et ouais, ça questionne sur effectivement l'utilisation politique de la fonction policière qui qui est plutôt là pour assurer une sécurité, enfin même nominativement un gardien de la paix, la force de l'ordre. Enfin là, on voit bien qu'on s'éloigne, mais même étymologiquement, de la ah ben, de la mission. Ça va pas du tout. étymologiquement, même ils ont passé encore un nouveau cap, donc gardien de la paix, force de l'ordre, et depuis 2 ans, ils font les campagnes de recrutement en disant gardien de notre paix. Ouais, bah alors Donc en là, fait, tout est dit. La leur. c'est une paix partielle. Donc la paix de qui, du coup? Autant la notion de la paix de façon générale, voilà, mais notre paix, c'est-à-dire qu'il y en a qui en sont exclus. Voilà. Ouais, Donc c'est ça. ça pose aussi un sérieux problème de questionnement, mais ils continuent quand même de recruter là-dessus. Donc voilà, et après, ce qu'il faut savoir également, c'est que je vais prendre un exemple qui est arrivé il n'y a pas longtemps sur, par exemple, le procès de mes collègues qui étaient au Burger King. Il y en a Ouais. 4 qui ont été Ouais, poursuivis par ouais. la justice parce qu'ils ont tabassé des gens, voilà. Et pour avoir rencontré une des manifestantes dans un documentaire qui va sortir au cinéma Manon. de David Dufresne, voilà, je crois que c'était Manon que j'avais C'est rencontré. Manon, ouais. Voilà. Donc elle m'a raconté tout ça, donc c'était un moment émouvant et, euh, et moi j'avais pas de mots en fait pour expliquer l'action de mes collègues. Donc il faut savoir donc qu'au final 4 qui sont passés au tribunal, qui ont été condamnés, mais une fois de plus en fait c'est ça qui est malheureux, c'est qu'il n'y aura pas de justice. On sera dans un système où ils ont été condamnés, ils n'ont pas été tout seuls.
Voilà, on leur a dit, vous rentrez à l'intérieur de ce Burger King en leur disant, ben voilà, il y a des gens qui sont en train de le piller. Donc, une fois de plus, ils arrivent, ils rentrent, ils ont on les a préformatés en disant, ben voilà, quel type de personnes que vous avez rencontrées à l'intérieur. Finalement, Mais ils c'était se pas du tout. planquaient, ils se cachaient des gaz. On est d'accord. Mais on est bien d'accord. Mais après, on nous formate, ils nous disent, ben voilà, là, il y a des gens qui sont en train de piller un magasin, allez-y. Ouais, Voilà. ouais. Après, il y a façon de le faire et de le faire, mais voilà. Et après, ce qui me choque surtout dans cette situation, c'est qu'il y a quelqu'un qui est très connu sur les manifestations, qui a fait l'objet de plusieurs dossiers de presse et encore récemment, et qui a un dossard GOCRS, un commandant de police, voilà, pour groupement opérationnel. Il en a dans tous les mauvais coups. C'est lui qui dirigeait donc l'opération Burger King, savant pertinemment ce qui se passait, encourageant à tabasser les gens. Quand il y a eu aussi une fois un CRS qui est sorti tout seul À d'une l'Arc de unité, Triomphe aussi, il est dedans, je crois. il est partout. Enfin voilà, on tape Là où GOCRS ça sur craint, Internet, lui, on a ouais. son palmarès. Mais moi, ce qui me choque surtout, c'est qu'il n'est pas au tribunal, ce garçon. Ouais. Voilà. Pourquoi? C'est la question qu'on pose. Mes collègues qui sont en CRS me disent on ne comprend pas qui il a. Je ne regarde pas koh, mais il y a un qui regardait koh m'a dit il a un totem d'immunité. Voilà, donc a priori c'est un truc hyper important. Donc ceux qui regardent koh comprendront. Moi j'ai juste compris qu'a priori voilà, il fait peur à tout le monde. Je veux dire tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de commandement, c'est-à-dire que De de mecs qui donnent hiérarchie, les ordres, ouais. voilà, ceux sur le terrain en fait ils seront sanctionnés. Oui, voilà, mais je voudrais qu'on sanctionne tout le monde à sa juste valeur. Ceux qui ont tabassé alors que les gens étaient en train de se cacher, de se protéger, voilà, et à la fin de la chose, ils auraient dû être emmenés en garde à vue, ce qui n'a pas été le cas en plus. Bon, bah, qu'il soit sanctionné, mais qu'on ne sanctionne pas tout l'iceberg en condamnant que le sommet de l'iceberg. Et tant qu'on Oui, n'aura oui, pas condamné toute la mais oui, chaîne mais hiérarchique, ça prouve bien déjà, il y a trop tous les policiers disent qu'ils croulent sous une hiérarchie qui est beaucoup trop importante, mais ça prouve bien surtout qu'il y a des intouchables. Donc, ils sont touchable, et après, forcément politisés. Enfin, bah, ils ont les intérêts. C'est que voilà, c'est que on voit sur les manifs où il y a beaucoup. Je prends les manifestations, sachant que la gestion des manifestations par la police, je crois qu'au maximum, vraiment, si on prend tout, on doit être à 10% de l'activité de la police. Voilà, la police, c'est bah, le c'est ça. commissariat, la sécurité du quotidien. Ouais. C'est ce qui a été amplifié parce que c'est ce qui a été médiatisé, ce qui a fait le buzz ces dernières années, mais ça Oui, représente oui. déjà qu'une partie des missions de la police. Sur tout ça, en fait, sur cette médiatisation, sur ces violences, on constate que c'est une minorité de policiers, mais qui a toute l'impunité d'agir. Parce que C'est c'est ce que ça. je dis toujours, même s'il y a milliers de vidéos qu'on tournait, une fois qu'on a analysé le contexte, etc., c'est toujours recontextualisé, parce que des fois, la police, je rappelle quand même, peut utiliser la violence de façon légitime pour établir l'ordre, pour protéger des gens, pour protéger des personnes, pour interpeller. Donc voilà, de façon proportionnée. Mais il y a des moments où on a le droit de faire usage de nos armes. D'ailleurs, personne ne nous le reproche quand on abat un terroriste, en général, quand on n'a pas Non, le non. choix ou qu'on essaye. Voilà, donc voilà, non mais donc voilà, donc il y a des moments où la police, bah, voilà, on est armé, on est amené à faire usage de nos armes. La deuxième chose, par contre, c'est qu'il y a une minorité de policiers qui abusent de ça sur les manifestations notamment, pour se faire plaisir, mais parce ils savent qu'ils sont couverts. Je prends un exemple, par exemple, sur Marseille, j'ai plus la date de la manifestation Gilets jaunes, mais il y a eu 60 tirs de grenades lacrymogènes ou 60 tirs de LBD qui ont été tirés, mais 40 par les trois mêmes fonctionnaires. Ouais, mais tu vois, Donc en fait, ils c'est peuvent les pas être. cow-boys, quoi. Voilà, donc que des collègues peuvent utiliser ces armes-là pour certains moments ponctuellement, voilà. Mais 40 fois les mêmes, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre Mmh. possible. Ou alors, c'est vraiment des mecs qui n'ont pas de bol. Ben, moi, j'y crois pas. Donc voilà. Donc en fait, il y a cette analyse-là qui n'est pas faite. Autant voilà, l'administration de police est très forte pour faire des statistiques et fausser les statistiques de la délinquance pour donner des bons chiffres à la communication gouvernementale. Autant sur des chiffres où il faudrait faire le nettoyage chez nous, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas pour une raison simple, c'est que par exemple en France, nous avons donc l'inspection générale de la police nationale, et en Angleterre, ils ont un organe, un office avec un i également, mais ça ne veut pas dire inspection, ça veut dire indépendant. Voilà, et c'est toute la Ouais, c'est différence. ça. C'est ce C'est qui qu'aujourd'hui, manque. quand on remet en cause des policiers de terrain, l'IGPN n'aura aucun problème s'il faut en balancer un à l'opinion publique, le crucifier, qu'il soit d'ailleurs coupable ou pas, ou aggraver les choses, parce que bah, voilà, l'opinion publique veut la tête d'un policier parce qu'il y a eu des débordements. Mais jamais, quand on remonte dans la hiérarchie, il y aura de problème parce que la directrice de l'IGPN est nommée par le directeur et donc elle n'ira jamais mettre en cause son Ouais. supérieur hiérarchique. Voilà, le directeur de la police nationale, le directeur général, est nommé sans avoir besoin d'être policier. Celui qu'on avait, donc le nouveau directeur était policier, mais celui d'avant, M. Morvan, donc, qui était parti en janvier 2020, n'était pas Mmh. policier. Il est devenu policier le jour où il a été nommé parce qu'il était juste de la bonne couleur politique. Et sa différence avec la gendarmerie, c'est que la gendarmerie est dirigée par un général qui est de la couleur politique du gouvernement. Jusque-là, ça se conçoit, mais il est général. C'est-à-dire qu'en fait, il a Mmh. commencé sa carrière au maximum, pardon, en tant que lieutenant.
C'est-à-dire qu'il a été sur le terrain, il a monté les Ouais, échelons avant d'arriver général. il sait de quoi il parle, au moins. Donc, il a la couleur politique, mais il sait de quoi il parle. À la différence de nous, on avait des énarques, des enfin, du corps préfectoral, des gens qui sont là parce qu'ils sont juste politiques. Mais ils n'ont pas la deuxième côté police. Donc, ça pose Mais également toi, par problème. Donc, exemple, en fait, il y a tout le système. tu dis que ça fait 10 ans, là, que tu t'es en fonction. Moi, ça fait plus de 10 ans, même ça fait 13 Ouais. ans. Donc, tu as fait Ouais. 2 quinquennats. Hum. De... Ouais, j'ai Et fait 3. qu'est-ce que J'ai tu... commencé sous Sarkozy. Ouais. Sous Sarko, voilà, alors, quelle différence tu fais depuis les 3? Est-ce qu'il y a eu un changement de doctrine? Est-ce que tu as senti à travers ces 3 quinquennats des choses plus éthiques, moins éthiques, quelque chose comment tu décrirais toi celui-là par exemple Ça fait que s'aggraver, j'allais dire. Voilà, on a eu Ouais. la politique du chiffre qui a été mise en place sous Sarkozy. Donc, une chose catastrophique parce que la politique du chiffre, on n'est pas une entreprise publique. Pour caricaturer vraiment, les anciens nous disaient quand on retournait au commissariat et qu'on mettait RAS, après une patrouille ou une sécurisation de secteur, on nous disait bravo les gars, le quartier est sûr. Quand M. Sarkozy est arrivé, RAS, ça veut dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Mes statistiques, quoi. Elles sont où? Il me faut du chiffre. Faites du chiffre. Voilà, avec des choses aberrantes. Il y avait un commissariat qui il l'avait mis par écrit à l'époque en disant à Pau, il faut 83 outrages à agents par patrouille sur l'année. C'est des Donc, quotas, du coup, des quotas, mais du coup, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait sur les apports? On provoque les gens pour les faire. Voilà. Après, il y avait aussi assez morbide. C'était dans le 77, la directrice avait dit il faut que chaque agent trouve 2,8 morts par année. Alors, on fait comment? On se partage le 0,8? Comment ça se passe? Voilà. On était tellement gérés dans les stats que même sur ça, ils n'avaient même pas vu la connerie qui marquait. Donc, voilà. Donc tu dirais que Sarkozy, c'était le chiffre, Sarkozy, la rentabilité. C'est pas le pire. C'est même pas le pire. C'est que là, c'était la rentabilité. Ça a déjà déconnecté l'émission de la réalité. C'est-à-dire que je donne aussi un exemple que je cite dans mon livre aussi et qui a été vécu par des collègues. Ils avaient mis en place des patrouilles pour sécuriser les quartiers, etc. Ils faisaient 10 interpellations par mois sur des gens qui étaient vraiment nuisibles. Et le reste du temps, ils disaient aux gens, vous nous appelez. Si il y a un souci, on va soit intervenir, soit vous rassurer pour dire ce que vous avez vu. En fait, tout va bien, rassurez-vous. Voilà. Et ils se disaient, on assurait un sentiment de tranquillité publique. Voilà, c'est-à-dire que là, les gens se sentaient bien chez eux. Et à côté de ça, il y avait une autre équipe qui faisait 90 affaires par mois, mais en fait, c'était que des boulettes de shit et des étrangers en situation régulière à la gare le matin à 5 heures. Par contre, au niveau des stats, ils étaient les plus forts. Et la deuxième chose que Sarkozy a fait, il a réduit les effectifs, moins de 10 000 policiers. Du coup, avec la réduction des effectifs, par exemple, dans ce commissariat, il a fallu supprimer une des 2 équipes. Ils ont juste regardé les tableaux statistiques. Pas ceux qui étaient intéressants pour la ville et la tranquillité publique, mais ceux qui étaient intéressants pour la com gouvernementale. Donc ceux qui ont été fermés, c'est ceux qui avaient le soutien des associations de commerçants, des associations, du maire de la ville. Et tout le monde a dit, c'est eux qu'on veut en fait, parce que eux, ils nous apportent réellement un service de sécurité publique et les autres, ils nous apportent rien en fait. Ils n'ont jamais changé notre quotidien. Donc ça, c'est la première cassure. La plus grosse Ensuite, cassure, Hollande, c'était Valls. Voilà, Valls, Valls a été la plus grosse cassure et c'est là où on a vraiment changé et on a enfoncé la police pour 2 choses. Il a fait un nouveau code de déontologie dans la police nationale. L'ancien code de déontologie, bon, déjà qui n'était pas parfait, on pouvait redire des choses dedans. On était défenseur des libertés individuelles. Avec M. Valls, on est devenu défenseur des lois et des intérêts nationaux. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, le mot liberté rayé, les intérêts nationaux, qui c'est qui les fait? Et avant, on était défenseur des institutions de la République, et là, on est devenu défenseur des institutions. Point. Voilà, ça a basculé. Là, il y a eu un point de bascule là. Donc, il y a eu un point de bascule, et là, une fois de plus, c'est parfaitement légal. C'est-à-dire que maintenant, vous vous opposez aux intérêts nationaux, on peut vous rentrer dedans. Et c'est ce qu'on a pu voir. C'est à partir de ce moment-là que les manifestations contre la loi El Khomri et la loi travail, surtout casse du code du travail, c'est là qu'on a revu les premiers nassages. C'est là qu'on a revu les premières interventions musclées, parce que M. Valls, avec l'aval des syndicats majoritaires, qui avaient signé ce nouveau code de déontologie, sauf le syndicat Alliance. Bon, voilà, ils l'avaient signé pas pour les raisons qu'on avait expliquées, mais ils avaient dit votre code de déontologie remet en cause le travail des policiers. Donc, alors des charges, c'est les seuls qui avaient voté contre à l'époque. Mais les unités SGP, les UNSA, tout le monde a voté pour ce code de déontologie. Et du coup, c'est à partir de là, la loi a légalisé quelque chose qui n'est pas légitime. Mais c'est parfaitement légal. Et là, on a vu la cassure. Alors, je rappelle pour les NAS, par exemple, ça avait été interdit depuis 1934, voilà, en France. Parce qu'il y avait une manifestation de l'Action française à l'époque où toute la place de la Concorde était nassée. Et puis, ils ont voulu sortir, ils n'ont pas pu, ils ont forcé le tas.
Et en fait, des psychologues, etc., ont remontré encore à l'heure actuelle, ça n'a pas changé, l'état psychologique des gens qui sont nassés, enfermés et qui se font tirer dessus à coups de grenade. Donc, une envie, c'est de partir et ça augmente leur taux d'adrénaline et de survie. Et Ouais. ça a l'effet disjoncté engendrant de la violence. Donc, c'est contre-productif pour tout le monde. Donc, c'est à partir de Valls que ça a changé. Là, c'est vraiment la cassure sur les valeurs profondes de la police nationale, c'est Valls. Avec un petit D'accord. bonus qu'il a repris, il a repris même des dispositions du code de la fonction publique de Vichy, du code de la fonction, Pouah, voilà, en non, mais disant, lui, voilà, on doit veiller au crédit et au renom de la police nationale, y compris dans notre vie privée. C'est-à-dire que les policiers n'ont plus le droit d'avoir une vie privée, d'exprimer des opinions. Voilà. Et ça, c'était quasiment mot pour mot le code de fonction publique de Vichy. Donc vraiment, la cassure sur les valeurs, etc., c'est Valls. ouais, La politique du chiffre, on va ça vous encore a s'en arranger. déshumanisé, ça vous a, Mais ouais. Mais surtout, les valeurs ont complètement été inversées, en fait. Plus de république, plus de liberté, loi. Donc, il y en a qui disent, bah ouais, mais les lois, il y en a dans une république, ouais. Il y en a aussi dans une dictature, en fait. Les lois, c'est ce qu'on met dedans qui est important, c'est pas la forme. Et là, ça Donc, continue sur Macron, tu bon, dirais, de plutôt défendre l'institution, ce que tu disais tout à l'heure, de plutôt défendre bah, c'est-à-dire qu'ils la ils ont République pas plus supprimé, que le peuple. Ça mais continue, ils n'ont pas quoi. changé ce que Valls a mis en place. Ils ont même Voilà, c'est ça. empiré, c'est-à-dire qu'en fait, ça a fait qu'empirer. Sous Hollande aussi, il y a eu la loi, enfin, sous Hollande, Valls, que c'est Valls qui l'a fait, la loi renseignement, qui permet de fliquer un peu tout le monde, de mettre sur écoute qui on veut. Et puis donc, il y a eu après, donc, sous M. Macron, le quinquennat n'a fait que renforcer en fait avec l'état d'urgence permanent. C'est-à-dire que l'état d'urgence a Bah été ouais. supprimé parce que basculé dans la loi normale. Donc c'est qu'en fait, au nom de la protection des libertés, on finit de nous les enlever au fur et à mesure. Donc en fait, la cassure, vraiment la cassure du rôle de la police, c'est Valls et Hollande. Voilà. Et D'accord. ça ne fait que être renforcé. Donc voilà, pour avoir fait 3 quinquennats, bon, Sarkozy avait mis à mal la police, mais on pouvait encore se retrouver sur certaines valeurs. À la limite, si on devait vraiment faire des contraventions, moi, les seules contraventions que j'ai mises, c'était sur des places handicapées. À la limite, s'il faut faire du chiffre, il y a toujours possibilité d'en faire de façon intelligente. Mais une fois qu'on a cassé les valeurs, c'est compliqué, quoi. Et alors, attends, je vais te demander, parce qu'il y a des questions d'abonnés qui tombent. Euh, quel- Ah oui, alors, a-t-on le droit de filmer ou de photographier un policier? Alors ça fait débat hein, pour les médias indépendants, pour les lives, ça a toujours beaucoup de conflits sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je pense que voilà, on va en rester à la loi. La loi permet de filmer et des policiers. Mais voilà, il y a des notes de service qui le rappellent. Le problème, c'est que les notes de service, alors une fois de plus, j'en veux à mon administration, à mon institution, parce qu'en fait, les notes de service sont pondues en haut lieu en disant voilà, les policiers ont le droit d'être filmés par tout le monde comme ils veulent. Par contre, il n'y a pas la formation qui va sur le terrain, en fait. Donc, c'est bloqué, parce que les notes de service dans la police, alors, je ne sais pas dans les autres administrations, mais il y a marqué à la fin veuillez me faire remonter tout dysfonctionnement dans l'application de la présente note. Grosso Mhm. modo, si tu me remontes quelque chose, c'est que tu es un gros nul, donc viens pas me casser les pieds avec. Et du coup, le directeur qui a pondu la note peut dire moi, tout va bien dans la police. Alors qu'en fait, il n'a jamais rien fait vu qu'il n'a fait aucun contrôle sur l'application de ce qu'il avait fait. Et personne ne veut lui dire quelque chose parce que les autres, ils jouent leur carrière. Donc il dit voilà, chez moi, tout va bien. Donc en fait, sur le terrain, il n'y a pas forcément l'information. Et donc certains policiers de bonne foi pensent qu'ils ont un droit à l'image, qu'ils n'ont pas. Et après, il y a une petite chose également, il y a deux choses à mettre en parallèle. On a le droit d'être filmé, pas de problème, sauf certaines unités voilà, qui Mhm. luttent contre le terrorisme, le raid, etc. Bon, en général, ils sont cagoulés et ben là, c'est pas de bon ton d'aller les filmer. Donc, c'est des spécificités sur certaines unités. Et enfin, également, quand on filme ou qu'on photographie des policiers qui sont en intervention, on n'a pas le droit de gêner l'intervention de la police qu'on soit d'accord ou pas, on peut Oui, la filmer, ben oui, voilà. oui. Mais on n'a pas le droit de la gêner parce que c'est un entrave au travail de policier. Donc, si jamais il y a des gens qui, des fois, demandent d'arrêter de filmer, etc., c'est parce que des fois aussi, certains journalistes ou certaines personnes, bah, des fois, se positionnent à des endroits qui gênent l'intervention et qui peuvent mettre en danger tout le monde. Donc, voilà. Mais sur le droit à l'image, c'est clairement donné dans la police. Il y a des circulaires internes qui disent les policiers peuvent être filmés à part les cas particuliers d'unités spécialisées. Mais regarde là, par exemple, s'il y avait la nénette aux États-Unis, elle n'avait pas filmé la clé d'étranglement de George Floyd, l'information, on l'aurait peut-être même pas. Donc, Ah, mais du coup, en France, c'est autorisé, donc il n'y a même pas de débat. On va reprendre mhm. l'affaire de Cédric Chouviat. Voilà, il y a la Cédric, ouais. vidéo qui a permis de retrouver. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, parce que les États-Unis, c'est encore autre chose que la France. Restons sur. Oui, Chez oui, nous, on mais a déjà assez. je parle pas de leur système, mais je voulais dire, Mais voilà, mais du ça coup, on va prendre permet juste aussi. Cédric Chouviat, en fait. Voilà, ça permet de Ouais, c'est ça. filmer, d'amener les choses, etc. Donc, de ce T'en côté-là, penses quoi de c'est. la clé des camps d'étranglement, toi? Le cas Alors, de Cédric Chouviat, qu'est-ce que t'en penses? il y a plusieurs choses qui sont complètement différentes. Le cas de Cédric Chouviat, on ne devrait pas. En fait, la clé d'étranglement peut être utilisée pour avoir rediscuté avec des collègues sur le terrain qui nous ont dit bah, il y a des fois, on n'a pas le choix.
Il n'y a pas le choix, on doit l'utiliser dans certains cas particuliers. Ils disent, il y a un collègue qui m'a raconté un témoignage, il m'a dit, bah voilà, moi j'étais face à un gars qui était par exemple sous crack. Le gars, il mesurait 2 mètres de haut et c'était un tas de muscles. Soit je le faisais tomber dans les pommes en l'étranglant, soit on était obligé d'utiliser les armes. Parce qu'en fait, il était insensible à rien, il cognait tout le monde et c'était un danger pour tout le monde. Donc, dans ce cas-là, effectivement, la clé d'étendrement l'a permis de le faire tomber par terre dans les pommes, quelques instants, de le menotter, de le maîtriser, et on l'a ramené sans avoir à lui tirer dessus. Donc, des fois, ça permet d'éviter une escalade d'usage, par exemple, du taser, qui n'est pas la solution à un remplacement de la clé d'étendrement. C'est surtout une bonne formation. Une fois de plus, la formation dans la police nationale, où la formation, ils ne veulent pas le faire, puis ils se disent, bah, s'il y a un mort, ça coûtera moins cher à rembourser qu'un mort que de former 140 000 policiers, enfin 149 000. Donc, on en est dans des pratiques comptables complètement aberrantes où la vie d'un homme est calculée par rapport à ce que ça coûte de la formation à côté. Enfin, c'est comme ça qu'on l'analyse. Donc, si les gens étaient formés correctement à la clé d'étranglement avec des cas très particuliers, ce serait parfait. Dans le cas de Cédric Chouviat, il n'y a aucune raison de faire une clé d'étranglement. Voilà. C'est un contrôle routier. Un contrôle routier, voilà, il n'y a pas besoin. Un contrôle routier, c'est au pire du contraventionnel en général. Bon, des fois du délictuel, mais là, c'était un contrôle routier de papier, etc., pour une plaque d'immatriculation sale. Et certains anciens me disent très clairement, ils disent, bah, nous, c'est comme ça, tu as la plaque, tu sais que c'est la bonne. Bah, au pire, si jamais tu penses qu'il y a outrage ou qu'il s'est énervé, bah, tu vas sonner chez lui le lendemain, en fait. Et tu dis, voilà votre contravention, monsieur. Et après, ça se règle tranquillement dans un pays civilisé, au pire au tribunal, où la personne reconnaît. Et on n'en parle plus, quoi. Enfin, je veux dire, on n'en parle plus. Ça se règle de façon sans violence et surtout sans mort. Donc, sur un contrôle routier, c'est inadmissible que quelqu'un puisse mourir, comme dans le cas de Cédric Chouviat, pour une plaque sale. La deuxième chose, une fois de plus aussi, donc le manque de formation, une fois de plus, l'âge des fonctionnaires également. Il y avait 2 stagiaires, donc stagiaires, c'est qui viennent d'être affectés avec moins d'1 an de police. Donc il y a aussi ce problème de se dire, bah, attendez, c'est un petit peu comme dans l'éducation nationale ou dans d'autres services publics, je parle de l'éducation nationale parce que j'ai un frère qui est, on envoie les plus jeunes dans les endroits les plus compliqués. Plutôt que de se dire, on va mettre des gens avec un peu plus d'expérience ou surtout un peu plus d'expérience de la vie, en fait. Des fois, il y a. Et on a le même problème. Donc, les gens qui perdent leurs moyens, leurs gens, voilà, parce que faute d'encadrement nécessaire sur le terrain et compétent. Donc, il y a tout ça que le système ne veut pas se remettre en cause. Et au final, on se retrouve avec, oui, on va annuler la clé d'éclairement un peu plus tard. C'est-à-dire que pour le moment, elle est toujours enseignée. On va le remplacer par le taser. Je ne suis pas sûr que le taser soit la solution. J'aurais préféré qu'on forme les gens en disant dans tel cas ça peut être utile, sur un contrôle routier on fait pas ça, quand il n'y a pas de voilà. Et la proportionnalité, le discernement, mais le bon discernement, c'est-à-dire qu'on analyse la situation, voilà, et ça demande de la formation et un recrutement aussi en adéquation, voilà, dès l'école de police. Donc ça demande plein de choses qui remettent en cause l'institution de façon plus générale, voilà. Oui, parce que ça fait 2-3 fois que tu cites la formation et c'est défaillant aussi. La formation est défaillante. Déjà, il y a un problème au niveau du recrutement. Voilà, quand M. Macron est arrivé, c'était une bonne chose, on trouvait, de recruter 10 000 policiers gendarmes sur le quinquennat, très bien, sauf que la première année, il y a eu 300 policiers qui n'ont pas été recrutés. Pas parce que le concours n'attire pas du monde, il y avait je ne sais plus combien de milliers de personnes pour quelques postes, mais parce que les gens n'ont pas le niveau. C'est-à-dire que la première année du quinquennat Macron, ils ont recruté à 8 de moyenne. On s'est dit, bah, c'est bien, l'année prochaine, il va augmenter nos salaires pour attirer des gens qui ont le niveau. On n'avait pas pensé qu'ils allaient juste baisser le niveau du concours. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on se retrouve avec. Non, mais voilà, j'en avais pas pensé à cette solution tellement ça nous semblait complètement crétin. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et même en faisant ça, ils ont fait 8 de moyenne la deuxième année du quinquennat et 200 postes non pourvus une fois de plus. À tel point que le directeur de la formation s'en était alarmé en disant, bah, attendez, moi vous m'envoyez des gens qui sont peut-être très sympathiques en formation, mais je ne pourrais rien en faire. Ils n'ont pas le niveau pour être policiers. Donc soit ils passent des formations avant, il y a des cursus cadets de la République, il y a plein de parcours, mais ils ne peuvent pas être gardiens de la paix ou voire même des fois ADS. Donc vous m'envoyez des gens qui ont le niveau, parce que moi j'en ferai rien après. Ensuite, quand on voit comment ça se passe dans la formation, on laisse des choses, par exemple, aberrantes comme les propos racistes, etc., à être tolérées. Après, on forme les élèves aussi en leur disant, bah, vous n'êtes pas là pour réfléchir ni penser, vous êtes là pour appliquer les ordres. Et on formate les élèves. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent avoir des idées, mais quand ils ressortent de là, à moins d'avoir un très fort tempérament, on est formaté comme des bons petits soldats. Donc, en fait, il y a tout ça. Donc, la formation, c'est à revoir. Et après, la formation continue, qui est quasiment inexistante. Une fois de plus, également parce qu'il y a un manque de personnel, donc personne ne va envoyer ses effectifs en formation. Et les formations, je reprends 2 anecdotes qui m'ont fait rire, mais qui montrent le niveau de suivi des formations. Il y en avait une, c'était, moi j'étais allé passer par exemple le permis 125 cm3, on pouvait passer par la police, donc j'ai fait, bah allons-y, depuis que c'est obligatoire d'en avoir un. Et les formateurs nous disent sur 10, bah voilà, qui a le permis moto? Je me suis dit, c'est con quand même de poser cette question, le 125, si on a le permis moto, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, 125, ouais. Bah non, ils ont des. En fait, il y en a. Et donc voilà, il y en a 3 qui étaient arrivés avec des motos de 650 cm3 à la formation pour passer le 125. Mais je fais, mais pourquoi vous êtes là?
Mais ils nous ont dit, c'est très simple. La chef de service nous a dit, c'est vous dont j'ai moi le besoin en ce moment. J'ai un quota de gens envoyés en formation. Vous y allez. Ils ont dit, on a le permis moto, ça ne nous sert à rien. Donc voilà, donc on est géré par des stats aussi au niveau de la formation. Ou alors, encore peut-être plus dramatique, au moins aussi dramatique, certaines unités qui doivent se servir d'armes longues pour des transferts de détenus dangereux, on les envoie faire des formations Excel et Word. Mais quand ils demandent des formations aux armes qui sont peut-être amenées à utiliser dans leur quotidien, etc., on leur dit, ah non, ça va prendre trop de temps, ça va être trop cher, parce que nous, dans notre quota de formation, il faut que vous ayez fait tant de formations dans l'année. On ne regarde pas le contenu de la formation. Donc, Word, c'est bien. Et en plus, maintenant, Word, vous pouvez le faire à distance, donc vous n'êtes même pas absent. Donc, ce suivi, c'est zéro, voilà. Donc, c'est la même chose. Je reprends un autre exemple. Donc là, sur les manifestations, par exemple, il y a quelques années, 3-4 ans, on s'était alerté en disant, par exemple, la formation au LBD, c'était un tir de 5 balles tous les 2 ans. Bon, voyez, nos collègues nous ont dit, mais en fait, c'est complètement aberrant. En fait, en plus, c'est dans un stand de tir, c'est nul. L'administration nous avait répondu par une note de service en disant, maintenant, ce sera tous les 3 ans. Donc, on a dit, mais attendez, tous les 3 ans, c'est complètement encore plus con, en fait, et plus dangereux. Ouais. Et voilà, et donc en fait, on se retrouve avec des gens qui sont considérés des tireurs d'élite du LBD, même s'ils ne l'ont pas touché pendant 2 ans et 11 mois. Non, mais voilà, s'ils n'ont pas touché du LBD pendant 2 ans et 11 mois, ils sont considérés comme tireurs d'élite. Et depuis, on a découvert en plus sur ça que les armes en France, en fait, par le ministère de l'Intérieur, dans le Code de la sécurité intérieure, toutes les armes doivent être testées, homologuées par l'État. Et toutes les armes quasiment utilisées par la police ne sont pas homologuées par l'État. C'est-à-dire que le ministère n'homologue pas les armes qu'il utilise. Donc, une petite piste pour ceux qui veulent attaquer l'État, n'hésitez pas, parce que l'État ne respecte pas sa propre législation. Et ce qu'on s'est rendu compte également, par exemple, sur les LBD, c'est qu'il y a un viseur avec laser infrarouge qui dit point visible, point touché. Ce qui est vrai, si on utilise la munition fournie par l'équipementier, enfin le vendeur d'armes de LBD. Il se trouve que l'État français, pour faire des économies, a pris d'autres munitions qui n'ont pas la même réaction et la même chose, et ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, les balles n'arrivent pas au bon endroit, et avec dans le manuel d'instruction, interdit de régler le viseur. Oui, c'est popcorn. Tout ça, en fait, c'est popcorn, et voilà, parce que c'est des gens dans des bureaux qui prennent des notes, et eux, ils seront couverts, et une fois de plus, ils diront, bon, on verra 2-3 policiers, il y aura quelques mutilés, et puis après, nous, politiquement, ça nous servira, parce que les gens n'iront plus manifester, parce qu'ils ont peur. Et nous, on ne va pas risquer grand-chose. Toi, tu dirais que si tu pouvais prendre le pouls, alors je sais bien que tu ne connais pas tous les membres, vous êtes combien de policiers en France? 150 000 un peu moins de 150 000. Bah, tu vois, on est 149 000 quelque chose. Ouais, voilà. C'est bien. Tu dirais qu'elle va comment, la police en France, là, aujourd'hui, là, dans sa tête? Elle va mal, parce qu'on n'a jamais vu autant de burn-out, de suicides. Enfin, je veux dire, c'est l'apothéose. Et c'est l'apothéose parce qu'en plus, on se fout de notre gueule littéralement avec les propositions qui sont faites, quoi. On a eu des propositions Alors, la première chose, c'était il y a 2 ans, je crois, on nous a dit, le directeur général avait dit ordonner au chef de service de faire preuve d'empathie. Quand on donne l'ordre de faire preuve d'empathie, c'est que déjà, il y a un problème. Ouais, Après, on a eu Christophe Castaner qui nous avait dit je vais faire un numéro vert. Voilà, vous pourrez appeler quand vous voulez. Voilà, mais il a tellement pas mis d'argent sur la table, c'est que l'appel d'offres n'avait pas trouvé preneur. Ils ont dû faire un deuxième appel d'offres encore. Voilà, donc tellement ils ne mettaient pas d'argent dessus. On a eu après les barbecues conviviaux. Donc, c'est dire qu'il y a eu le directeur général a dit, bon, écoutez, si on ne peut pas donner l'ordre d'empathie ne marche pas, on va faire des barbecues de service. Mais sur votre temps personnel. Voilà, bien sûr. On accumule les heures. On accumule il y en a pas, ils en ont plus de temps personnel. Ouais. Mais c'est ça, donc on a dit c'est pas du tout la solution. Au contraire, on ne va pas perdre encore du temps à faire un barbecue sur du temps personnel, alors que justement, on a besoin d'aller souffler en famille, voir des amis, voir autre chose, quoi. Donc, des réponses toujours à côté de la plaque. Et là, on a eu M. Darmanin qui a continué en disant je vais faire un numéro vert du coup avec une prise en charge personnalisée parce que les policiers se suicident parce que ça cause des agressions qu'ils subissent. Non, en fait, non, c'est pas ça la raison principale des suicides. C'est qu'ils obéissent à des ordres qui ne sont pas cohérents. Ils obéissent à des ordres, ils cassent notre vie de famille, ils cassent tout, en fait, avec des cycles de travail pathogènes, avec un management délétère. Et en fait, on essaye de cacher l'arbre. Voilà. Les policiers savent qu'ils vont rencontrer des choses difficiles dans leur travail. Quand ils sont recrutés, ils savent, ils vont voir des choses pas propres, ils vont voir des morts, ils vont devoir faire des fois tirer, usage de leurs armes, ça peut être des choses traumatisantes. On est d'accord. Mais la grande majorité, c'est pas ça qui va les traumatiser, parce que ça, à la limite, en signant, on s'y attend. Par contre, on ne s'attend pas à se faire détruire mentalement par notre administration, qui va nous harceler, qui va nous faire des procédures disciplinaires, qui mettent on voit en psychiatrie les gens qui posent problème, utilisent la médecine statutaire, qui est une médecine aux ordres de l'administration, pour faire réformer les gens qui posent problème. Et tout ça, après, c'est des procédures, du temps long. Et en fait, voilà, donc on est face à un système
j'allais dire, quasiment digne de l'Union soviétique, en fait, où on envoie les gens qui posent problème en psychiatrie, quoi. Ouais, Donc, c'est on ça. est encore en train de dévier, et ça, c'est une nouvelle étape depuis ce quinquennat. C'est que on avait vu des choses, par exemple, notre syndicat, tant que c'était sous Sarkozy, on était reçu. Début du quinquennat de Hollande, on a été reçu par Valls, et c'est le dernier ministre de l'Intérieur qu'on a vu. Colomb, Oui, si c'est on la l'a vu une question que fois. je voulais te poser. Je dis, est-ce que vous êtes visité? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il se déplace? Parce qu'on a vu Macron accoudé là en face d'un commissariat de la BAC là sans son masque pour donner une prime il y a 3 semaines. Mais je veux dire, vous êtes visité par Alors, il faut apparemment savoir, on va rebondir. les gens, ils sont hors sol avec les policiers finalement. Ils savent pas, ils connaissent pas votre vie. Non, ils ne connaissent pas notre vie. Alors, juste pour revenir sur la petite prime de M. Macron pour la nuit, il faut Ouais. savoir que les policiers la nuit sont payés 97 centimes en bonus pour chaque nuit qu'ils effectuent. Hmm. Voilà. Donc, ça veut dire rien du tout, quoi. C'est-à-dire que, grosso modo, ça leur fait 150 euros. C'est-à-dire que le Code du travail prévoit mieux. Voilà. Et là, si vous voulez juste égaliser, pour juste égaliser le Code du travail, qui est normalement minimum légal, y compris pour la fonction publique, fallait pas mettre 10 millions sur la table, en fait. Ça représente pas grand-chose. On va être maintenant à quelques euros de plus par nuit pour chaque fonctionnaire, mais on est loin du compte. Donc, en fait, on a l'impression qu'on donne un nonos à ronger pour, en fait, même pas atteindre le minimum légal du Code du travail. Ce qui est quand même dramatique quand on est l'État employeur. Petite chose aussi, quand Macron avait dit je demande aux entreprises de donner une prime de Noël de 1000 euros à tous Hmm. leurs salariés, lui, État employeur, il a fini 1000 euros à personne. Hein. Voilà. Donc, je C'est veux ça. dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, on a une espèce d'État employeur voyou, finalement, qui ne respecte pas les consignes qu'il donne. Voilà. Et Bah, de toute façon, sur on est les. tous, que ce soit les militants ou là, de toi en tant que syndicaliste, lanceur d'alerte, force de police, le problème, ce qui revient régulièrement, c'est que les dirigeants ne sont pas exemplaires. Et c'est insupportable d'en réclamer autant à des citoyens quand on s'en demande aussi peu. C'est insupportable. Ah, on est bien Et d'accord. les Bon. forces de l'ordre ne sont pas épargnées. Il y a un Non. une abonnée qui demande si on te proposait le poste de ministre de l'Intérieur, est-ce que tu accepterais pour remettre tous les services bien propres? Je sais pas. Ce sera à réfléchir qu'on peut faire ou pas faire. Voilà. C'est des réflexions. J'ai pas d'idée sur la question. Je pourrais pas dire oui ou non. Voilà. J'aimerais bien le faire. Après, est-ce qu'il y a besoin d'être ministre de l'Intérieur pour le faire? Si jamais il a juste à suivre nos consignes et les recommandations qu'on fait, c'est bien aussi. Est-ce qu'après, ministre, on peut être plus déconnecté du terrain? Parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Ben, c'est ça. quand Macron ou même les ministres viennent, ils sont complètement hors sol parce que même les gens ont tellement peur, ils leur montrent un commissariat modèle. On est dans les villages Potchekin, voilà, on montre une façade et en fait derrière on voit pas ce qui se passe. C'est que dans le C'est quoi un commissariat tout est village propre. Potchekin, c'est un truc c'était des beaux villages qui étaient en Russie à l'époque, je crois, des tsars de mémoire. Et c'est l'expression. Et en fait, c'était juste des façades. Voilà. Ça a été après. Ah oui, oui, Et comme en derrière, il y avait Corée, rien. oui. Ouais, ouais, c'est Voilà. En ça, fait, c'est des derrière, il y avait façades. rien. C'était juste des façades qui étaient très belles, mais derrière, il y avait rien. Voilà. Donc c'était un peu D'accord. pareil. C'était quand ils viennent visiter un commissariat, tout est propre. Ils ont les deux voitures qui fonctionnent et qu'on passe 150 000 bornes au compteur, voire plus. On peut manger par terre, c'est propre parce que ça aurait été récuré de fond en comble. On aura refait les 3 peintures qui manquaient. Par contre, il ne faut pas passer la porte d'à côté parce qu'à côté, ben, il y a les toilettes qui fuient. Voilà, il n'y a rien qui tient et il n'y a pas assez de mètres carrés. Les toilettes sont pas aux normes. Enfin, voilà, on leur montre pas tout ça. Et on sélectionne les gens qui vont pouvoir approcher le ministre pour être sûr ou le président de la République, quand c'est M. Macron qui vient, pour être sûr qu'il ne soit pas dérangé. Mhm. Voilà, parce que c'est insupportable sinon pour eux d'avoir juste un soupçon de contradiction. Et encore, c'est même pas forcément à leur demande. Hein. C'est ça le pire, c'est que bah, les chefs de service se disent, moi, je veux ma carrière, je veux surtout pas de vagues dans mon service. Donc, je vais sélectionner les gens pour que je sois sûr que moi, ma carrière soit pas mise. Donc, même certains ministres, ou peut-être même M. Macron, j'en sais rien, sont tellement déconnectés qu'ils ne se voient même pas on les emmène dans un parc d'attractions, en fait. Et ils se disent, bah, moi, j'ai Ouais, c'est visité les ça. choses, tout va très bien, j'ai pu discuter avec des vrais gens, alors qu'en fait, ils ont discuté avec bah, une façade. Ils sont pas allés voir les gens qui, voilà, s'ils veulent vraiment voir les gens, il n'y a pas de problème. On leur présente des collègues, on dit on va faire une visite surprise, on vous emmène voir comment ça se passe, quoi. Et vous allez voir que c'est pas ce qu'on vous a montré. Donc ils sont complètement hors sol. Alors après, la vraie question, c'est qu'on leur montre ça, mais est-ce que eux en ont conscience? C'est là, voilà, s'ils sont vraiment dans une pièce de théâtre et qu'ils sont contents d'y être, ou est-ce qu'ils eux-mêmes sont manipulés par leur propre administration? Voilà, c'est la question, on n'a pas la réponse. Ouais, bon après, je pense que comme tous leurs déplacements, ils ont des chargés de com et ils savent quand même où est-ce qu'ils vont et quelle date, à quelle heure et qu'il y aura des caméras. Donc bon, c'est un peu le casting
comme ils visitent chaque institution, d'ailleurs, ils choisissent très bien, ils savent très bien où ils vont. T'es plutôt, tu dirais que c'est de l'utopie aujourd'hui de penser que faire partie des forces de l'ordre, c'est avoir une intégrité par rapport au peuple, ou est-ce que t'espères que ton combat, tout ce que tu fais, et que t'es pas le seul à le faire, ça va aboutir. T'es optimiste ou pas, toi, Moi, si perso? j'étais pas optimiste, je le ferais pas. Après, la Ouais. forme que ça prendra pour aboutir, voilà, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de réformer la police de l'intérieur. Il faudra de l'extérieur pour réformer, pour une raison simple, c'est qu'en fait, dès qu'un policier essaye de l'ouvrir, il est attaqué pour manque de loyauté envers ses chefs. Donc en fait, même par exemple ce que j'ai pu subir, ce que Noam a pu subir, ce que d'autres délégués chez nous ont pu subir, avec les protections et le soutien qu'on a derrière, la médiatisation qu'on peut avoir, on a quand même bien mangé. Donc celui qui est Ouais, tout seul ouais. qui l'ouvre, il se fait juste broyer. Voilà. Et en fait, la plupart des policiers, j'allais dire, bah, ils disent maintenant, la minorité qui a pignon sur rue, qui peut faire tout ce qu'elle veut, on va même pas essayer de se battre en fait, parce que bah, du coup, en fait, si on va se battre, c'est nous qui allons tout perdre. Donc on va faire l'émission en faisant le minimum syndical, en faisant le moins de choses possible, pour pas être en contradiction avec notre conscience. Mais voilà, on va pas aller. Donc du coup, en fait, ils cassent le métier. En fait, ils cassent mentalement les gens pour que ce soit plus que des exécutants et des mauvais exécutants, parce qu'en fait, il y a même pas la conviction derrière, en fait. Donc ils ont une minorité qui va faire n'importe quoi, les chiens fous, qui vont régler tous les problèmes et qui vont sauver la France Mmh. en tirant sur des manifestants, alors que bon, c'est complètement con comme idée. Et après, il y a la grande majorité qui dit bah en fait, on va plus rien faire. En fait, on va juste être le fonctionnaire de Coluche, parce que bah, nous-mêmes, on n'y croit plus, mais il faut qu'on mange à la fin du mois, quoi. Donc il y a Ouais, ce c'est côté, hyper dur. et on en revient toujours à la même chose, c'est que la police se contrôle elle-même. Donc dès qu'on met en cause un chef de service, bah, le chef de service va être protégé, ça va être manque de loyauté envers la personne qui a dénoncé, et voilà. Donc tant qu'on n'aura pas, et voilà, donc faut faire sauter ce verrou. Une fois qu'on aura fait Mais on sauter ce peut verrou, porter plainte contre l'État pour manque de loyauté ou pas? non, c'est du disciplinaire. Donc ça, c'est Ah, dans un c'est code ça. de déontologie, et donc ils te disent Ouais, voilà. Donc le problème, c'est que la déontologie ils peuvent te virer. Donc, ouais, c'est bah, ça. du coup, il y en a qui veulent pas. Puis après, ils te diront, bah, allez au tribunal, mais il n'y a que 1% des policiers qui vont au tribunal. Voilà. Et sur 1%, il n'y a que 1%. Après, une fois qu'ils ont gagné, ils sont tellement contents d'avoir gagné qu'ils réclament leur dû. Parce Ouais. que pour eux, ils ont déjà été rétablis dans leur honneur, mais l'État n'a même pas casqué. Et encore une fois, si l'État doit payer, l'État ne se retourne jamais contre les auteurs. Donc finalement, c'est nos impôts qui payent les conneries de l'État. Alors qu'il y a des fautifs individuels qui doivent, l'État pourrait se retourner contre les chefs de service, contre les directeurs qui ont fait n'importe quoi, pour que ce soit eux qui remboursent l'État. Il n'y a pas de raison que nos impôts payent les conneries de certains. Voilà. Ouais, Alors je qu'un comprends. fonctionnaire qui casse une voiture de police, on peut lui dire on va te retenir sur ton salaire un peu d'argent parce que bah, c'était ta voiture, c'était pas ta voiture. Oui, on est d'accord, j'ai peut-être fait une connerie, mais enfin les vôtres, voilà quoi. Enfin, c'est Et comme dans tous les corps de métiers là qui sont politisés. Enfin, les institutions sont politisées étatiquement, c'est très présent. Il y a énormément de pression et peut-être que euh, enfin, qui règne de la peur et que peu arrivent à l'encaisser ou la supporter parce que toi médiatiquement là t'es quand même exposé et puis encore une fois le bouquin a révélé beaucoup de choses mais des pressions t'en subis encore ou en ça va dépression, alors au niveau d'où je travaille, non. Après au-dessus, mmh. oui. Au-dessus, Oui, ouais. genre au-dessus, oui dessus, parce qu'en fait c'est toujours pareil quand on a des choses. Euh, on attaque l'État, ils nous disent on va vous broyer. Donc là, j'attends d'avoir la décision écrite du jugement, mais je peux en parler. Parce que je sais, là, ça a été prononcé oralement. J'ai été condamné, par exemple, au mois de juillet à 18 000 euros d'amende et de frais de justice pour diffamation envers mes directeurs. Donc, parce que j'avais Ouais. dit que l'IGPN était au nom du syndicat, hein, je parle, c'était pas Oui, à oui, titre bien sûr. personnel, voilà, mais Ouais, ouais. c'était au nom du syndicat. Donc, donc on avait dit que l'IGPN ne faisait pas ses procédures de façon impartiale, avec des exemples dans la presse, hein, je veux dire, c'était même pas des choses cachées. Où un Mmh. directeur peut piquer de l'argent, il n'y a pas de problème, voilà. On avait donné des agressions sexuelles depuis de nos collègues par un médecin de la police qui depuis a été condamné et reconnu pervers. Enfin, on avait tout dénoncé. Et sur ça, la justice a dit ouais, c'est quand même pas bien. Vos combats sont légitimes, mais vous avez quand même froissé des directeurs, donc 18 000 euros. Donc voilà, donc en fait, Qu'est-ce que tu vas faire? bon, on a fait appel. Donc voilà, après, en rigolant, notre avocat a dit oui, l'endroit où ça a été jugé, l'État a choisi cette juridiction parce qu'ils connaissent les Mmh. juges. Donc du coup, on pouvait dire ce qu'on voulait. De toute façon, on partait perdant. On va aller en appel. Déjà, c'est suspensif, donc il n'y aura pas l'amende à payer. Puis ils ont dit on va aller en appel. Et là, ils vont peut-être pas connaître les juges et on va peut-être juger en droit. Et du coup, ça va pas se passer pareil.
Donc il y a aussi ce problème de ce qui a été dit par à l'époque Madame Belloubet et Monsieur Macron, on veut un parquet aux ordres, on veut une justice aux ordres, et voilà. Mais ça, c'est nous, on voit pareil. On parlait de la présence politique au sein des forces de l'ordre, mais alors au tribunal, n'en parlons pas. Hein. la Ça réforme de leur, la carte de la justice, on va remettre les tribunaux, on va garder les tribunaux en fonction d'où les gens ont voté La République en marche, quoi. Ça avait été révélé c'est par le ça. Canard enchaîné au Mediapart, donc je veux dire, si on en est là, ça va mal. Et on Ouais. voit bien qu'on a porté plainte dans l'affaire Benalla, mais ça n'avance pas. C'est des juges Ouais, d'instruction ça pourtant. aussi, hein, plus personne n'en parle de ça. Ça fait 2 ans, le gars il continue de faire le tour du monde, voilà. Ouais. En rigolant, on a dit on aurait mieux fait de pas être policier et de taper des gens, on risque moins qu'à dénoncer des dysfonctionnements et des délits réels sur des faits en fait en France à l'heure actuelle. Donc c'est quand même catastrophique. Et donc voilà, donc par exemple, on nous dit oui, la justice est indépendante, les juges d'instruction c'est ce qu'il y a de plus indépendant, c'est pour ça qu'ils veulent les supprimer d'ailleurs, et toutes les réformes en cours veulent les supprimer. Mais même sans ça, ils pourront rendre la décision qu'ils veulent, mais le ministère de la Justice leur rappelle, ouais, mais c'est nous qui allons gérer votre carrière par la suite. Ouais, Donc si vous êtes passage, voilà, et ils peuvent faire les pires saloperies. Ils avaient fait ça au juge Trévedec qui était à l'antiterrorisme, mais qui parlait un peu trop, etc. Du jour au lendemain, alors je ne sais plus si c'était sous Hollande ou si c'était sous Macron, il s'est retrouvé aux affaires familiales à Lille. On lui dit c'est une promotion, c'est bien. Par contre, tu n'as plus de protection du coup. Non, c'était réellement une promotion. Par contre, la protection policière qu'il avait, parce qu'il était à la tête du parquet antiterroriste, on lui a supprimé du jour au lendemain. En disant tu n'y es plus, tu n'en as plus. Mais ils ont dit mais en fait, c'est hyper dangereux. En fait, vous voulez le buter. C'est kamikaze. Hein. Ouais, c'est très dangereux. Donc voilà, donc on est avec des gens qui sont capables d'utiliser les textes pour faire des pressions diverses et variées. Et donc voilà, donc il n'y a pas, c'est compliqué. Donc voilà, donc on verra ce que ça donne. C'est la seule fois où on a perdu un procès, mais c'est la seule fois où, a priori, le gouvernement connaissait les juges, donc ça les a un petit peu aidés. Ouais. Mais en dehors de ça, pour moi, la justice nous a toujours donné raison. Donc voilà, donc et au final, quand un collègue se fait harceler au travail, il demande la protection fonctionnelle, c'est-à-dire que l'État prenne en charge ses frais de justice s'il est victime d'un crime ou d'un délit. C'est très compliqué. Par contre, quand les directeurs se sentent insultés, en plus de leur bon salaire, ils ont en plus tout payé par l'État. Donc, en fait, nos impôts servent à protéger ces gens-là. Alors, moi, je veux bien qu'on les protège, mais qu'on protège aussi ceux qui sont victimes, quoi, pas que ceux qui sont en train de faire les saloperies. Ok, bah, tu mènes un combat qui est pas simple. Hein. qui est pas simple, mais c'est noble de vouloir faire en sorte que la police protège, serve, qu'elle ressemble à la devise de la France, qu'elle soit. Parce que c'est pas normal ce qu'elle est en train de devenir et le fait que tu l'aies parlé clairement, que le fait qu'elle va mal, la police, ça va se compliquer, je pense, aussi dans les mois qui viennent. Comment tu veux. On va finir peut-être là-dessus. Comment tu vois les choses là par rapport à la rentrée, à la fin de l'année, la fin du quinquennat, tu vois ça comment, toi? Mal. Je vois ça mal. Mal, c'est-à-dire qu'en fait, on a une absence de politique, en fait. En fait, l'État français se sert de la police pour éviter de donner des réponses politiques ou des débats politiques. Si vous avez des idées, on ne va pas répondre par des idées, on va vous tirer dessus. Du coup, ça pose un problème, et je crois que la question, voilà, donc il y a une minorité de policiers qui pose problème, on est d'accord. Si on fait le compte, ils ne sont pas si nombreux que ça. Par exemple, ils sont encouragés et protégés. La vraie chose, c'est que après, à qui profite le crime? C'est-à-dire qu'on essaye d'opposer les policiers et la population. Les policiers poseront jamais le casque pour en soutien et diront aux manifestants on y va, à moins que tout le monde soit dans la rue. Donc voilà. Ils l'ont déjà fait. Si, ils l'ont déjà. Moi, j'ai été témoin, j'ai déjà vu. Ils l'ont déjà fait à certains endroits, mais ils ne laisseront jamais passer les gens. Et même pour anecdote, c'est à Bordeaux, il y avait une compagnie d'intervention qui enlevait son casque à chaque fin de manif au début du mouvement des Gilets jaunes, jusqu'au jour où un gars achetait un œuf. Et du coup, ils ont dit c'est terminé. Les Gilets jaunes l'ont saturé, le gars ont dit mais qu'est-ce que tu as fait? Mais du coup, le chef de compagnie a dit moi, si un de mes gars, la prochaine fois, c'est un pavé qui se prend, il a enlevé son casque avant, il n'aura pas d'indemnité, il n'aura rien. Et donc, à chaque fois, il suffit d'une personne qui pose problème. Donc, c'est pour donner l'exemple, en fait, de chaque côté, il suffit de 2-3 personnes. C'est complètement con et il faut pas qu'on tombe dans justement, dans ce qu'on veut nous emmener en disant regardez, c'est cette minorité qui représente l'ensemble. Que ce soit de n'importe quel côté qu'on se place. Et en fait, non, en fait, c'est quelques personnes de chaque côté qui ont, pour des raisons diverses et variées, veulent foutre la merde ou engendrer de la violence ou régler des comptes ou parce que c'est des psychopathes et ils ont des problèmes dans leur tête, il faut qu'ils se fassent soigner. Enfin, il y a différentes raisons, mais qu'on tombe pas dans ce travers et que de se dire, voilà, les policiers, quand ils essayent de faire au mieux leur travail, après, c'est de pas tomber je vais caricaturer également, voilà, c'est que quand un train est en retard ou notre train est supprimé ou tout ce qu'on veut, on travaille on voyage dans des conditions pas humaines, quand on est entassé dans le métro, tout ça, ça sert à rien de s'en prendre à la personne qui est sur le quai ou au guichet. Cette personne-là subit également la gestion de son entreprise. Donc, oui, mais la personne qui est sur le quai ou qui est au guichet, elle lance pas des lacrymos.
C'est ce que j'allais dire. La limite s'arrête là, mais ce que je veux dire, c'est que quitte à récriminer, ça ne sert à rien d'aller crier sur la personne. Voilà, c'est d'aller crier sur les bonnes personnes. En On nous dit revanche, oui, des les fois, donneurs d'ordre et beaucoup de voilà, manifestants en veulent aux donneurs d'ordre. mais je suis bien Vraiment. d'accord, mais c'était ça que je dis. Donc, c'est-à-dire qu'aller prendre un policier dans la rue et lui dire ce qu'on pense de l'État, il va dire, je veux dire, des fois, ils en pensent pas moins, en fait. Et lui, il pourra pas répondre. Et après, s'il y en a un qui tire, effectivement, où il y a des mutilations, etc., ben, j'espère encore essayer de faire travailler la justice, parce que sur place, la personne pourra dire ce qu'elle veut, elle n'aura pas gain de cause, en fait. Parce qu'il y a des unités constituées, il y a les ordres qui sont donnés, donc c'est pas le moment du débat, en fait. Donc voilà, donc on espère que ça va évoluer. Donc c'est juste un appel à la bienveillance envers chacun, de savoir qu'effectivement, il y a des débordements de chaque côté, mais qu'on essaie de raison garder pour éviter, au contraire, qu'on a l'impression que c'est ça depuis M. Valls, qu'on veut une escalade de la violence pour éviter d'avoir à répondre aux vraies problématiques, quoi. Bah évidemment, puisque de toute façon, ils ne demanderaient pas à la police de se comporter comme ça envers des manifestants pacifiques ou des primo-manifestants ou des soignants ou des retraités ou des jeunes si c'était pas pour justement qu'il y ait de la détestation à, à cet endroit-là, parce que pendant ce temps-là, on parlera de ça et on ne C'est parlera ça. pas de la racine du mal, on ne parlera pas du donneur d'ordre, on parlera effectivement de ce qui nous touche, c'est-à-dire des mutilés, des blessures, et comment c'est possible Les d'obéir à des ordres pareils. policiers, C'est l'horreur, quoi. Et les policiers, même eux, ils doivent se dire, enfin ceux qui le font, parfois certains, j'espère, se questionnent en disant mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, et pendant ce temps-là, on ne prend pas le problème à la racine. Et ils ont besoin, en fait, ils ont besoin de cette division. et bah, on est bien d'accord. Et pour ça que la plupart des policiers étaient solidaires du mouvement des Gilets jaunes. Et il y a une chose Mmh. insupportable aussi, c'est que par exemple, les policiers voudraient intervenir sur les gens qui viennent commettre des crimes ou des délits dans les manifs, ceux qui viennent pas pacifiquement, donc Mmh. après qui n'ont même pas assumé les conséquences de leurs actes, qui font assumer les conséquences de leurs actes aux autres qui suivent, aux autres manifestants. Donc en fait, il y a ce Mmh. jeu de dupes où les gens qui blessent et mutilent les policiers, qui attaquent les choses, ne sont même pas pris, parce qu'on n'a pas les ordres de les interpeller ou de venir. Donc il y a des fois des collègues qui nous disent, par exemple, il y a tel McDo qui a brûlé, on n'avait pas le droit de bouger une oreille, on devait regarder le McDo brûler, quoi. Et, ou des choses comme ça. Je dis ça parce que ça avait fait la une le 1er mai, mais il y a d'autres fois, voilà. Donc c'est ce côté insupportable où on essaie de monter les uns sur les autres. On dit, bah, ceux qui vous ont tapé, c'est ceux qui arrivent. Mais non, en fait, c'est pas les mêmes, en fait, ça n'a rien à voir. Et comme bah, les manifestants, ils peuvent se dire, bah, attendez, c'est les policiers qui nous ont tapé la semaine dernière, c'est ceux-là. Bah non, en fait, c'était une autre unité, c'était pas les mêmes. Donc c'est toujours pareil de cette minorité. Voilà, si jamais les policiers avaient les ordres d'interpeller ces personnes qui posent problème à tout le monde tout de suite, et ben déjà on verrait qui c'est, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question qui sont derrière des fois ces Ouais, masques, etc. ouais, Donc ce qui serait sait. intéressant. Donc on pose beaucoup de questions pourquoi on n'a pas les ordres de les interpeller. Donc il y a beaucoup de choses. Donc je suis pas très optimiste vu le contexte social actuel, vu les Ouais, c'est limitations de ça. liberté, vu l'utilisation d'une crise sanitaire avec des mots, une fois de plus, complètement déviants. On nous dit respecter les distanciations sociales. Non, on vit en société. On devrait respecter des distanciations sanitaires, pas sociales. Ça n'a rien à voir. D'un côté, Ouais, on a mais vraiment rien sur le que le contrôle. mot, C'est ça, c'est le mot est choisi pour dire c'est la société qu'on contrôle et pas une pandémie. Sinon, dans la vie, il y a des distanciations sanitaires, ce qu'on peut comprendre, les distanciations sanitaires, mais sociales, c'est dire que c'est la société qu'on casse et les ouais, relations entre êtres humains, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc on s'attend que si jamais les manifestations ne se font pas assez canarder, il y aura de nouveau interdiction et rentrer chez soi au nom du virus. Donc à mon avis, le chemin est fait, sauf que cette fois-ci, est-ce que les gens entendront qu'il faut rester chez soi? Parce que du coup, on ne saura même pas si le virus sera là ou pas. Enfin, je veux dire, ça va être compliqué. Donc ça va, voilà, il va y avoir 1 million de chômeurs minimum en plus. Donc ça veut dire qu'il ouais. va y avoir un impact, des gens qui vont plus avoir à manger. Quand il y a ces chômeurs qui vont arriver, c'est-à-dire que ça va impacter d'autres plans. Donc ça veut dire que c'est un petit jeu de domino où il y en aura de plus en plus. Et quand les gens n'auront plus à manger, l'État français ne pourra pas toujours fabriquer de l'argent magique, hein. Voilà, parce qu'il l'avait perdu, M. Macron l'a retrouvé. Bon, bah, c'est super sympa. Le problème, c'est qu'il l'a donné pour payer les dividendes et pas l'économie réelle. Ça, c'est dommage. Mais du coup, c'est-à-dire qu'on fait que s'asphyxier de plus en plus. Et bah, au bout d'un moment, le tour de passe-passe va avoir ses limites, quoi. Et à ce Ouais, moment-là, on va j'espère que forcément assister à un moment à un point de rupture parce que l'intelligence collective arrivera à quelque chose de bien ouais, et faisons pas société, et société, voilà. qu'on se ligue contre l'État policier plutôt que les violences de l'État policier qui serait un terme plus approprié que les violences policières qui sont un truc fourre-tout et que même l'IGPN entretient en comptabilisant par exemple les morts de la police, aussi bien quelqu'un qui est mort comme Cédric Chouviat, qui est inadmissible, mais qui met dans le même panier un terroriste ou un braqueur de banque qui a été abattu. Donc il y a aucun rôle Ouais, pédagogique et même l'IGPN entretient cette confusion pour donner des chiffres énormes que certains s'empressent par idéologie de reprendre, alors qu'en fait il y a un tri à faire et de chaque côté on devrait dire bah là il y a ça, là il y a eu de la merde, voilà. Donc voilà, donc après c'est espérer qu'on aille. L'intelligence collective dépassera les mesquineries et les manipulations de masse, voilà.
Bon, bah écoute, j'espère. Enfin, moi, je suis dans ta ligne aussi psychologique pour la bienveillance des uns et des autres, puisque finalement, le peuple morfle beaucoup. C'est ça. Donc toutes les institutions et les donneurs d'ordre sont intouchables et que c'est exaspérant. Donc je te souhaite beaucoup de courage dans ton combat. Les salutations à Noam, Bah, je lui évidemment, transmets, il est en vacances là, donc il en profite un peu, mais voilà. qui profite. Et Eh ben, puis merci pour l'invitation. merci vraiment d'avoir répondu. Et puis je me permettrai de te recontacter à l'occasion quand tu auras Avec besoin de faire un plaisir. point. Et puis Et sur puis, l'avancement de même toi, tout ce qui t'arrive, voilà, ça concerne quand même aussi beaucoup les militants qui te soutiennent. Effectivement, tu es c'est ce très que j'allais soutenu, dire, je voilà. confirme. Et merci à tous les militants, parce que je dis, voilà, c'est un combat collectif, et s'il n'y avait pas ça, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Je me suis dit, bon, une croisade personnelle ne m'intéresse pas, par contre, un combat d'intérêt général, voilà. Et c'est que tous les gens qui soutiennent, qui veulent quelque chose de changer, voilà, là, je veux bien être porte-parole. Par contre, un combat personnel, ça m'intéresse pas, voilà. Donc, heureusement qu'il y a tout le monde, et aussi, c'est ça qui protège, parce que la dernière fois que j'avais été convoqué à l'IGPN, je tiens à le signaler aussi, des fois, on dit, mais il n'y a pas d'impact. Si, il y a un impact. C'est que la dernière fois que donc au mois de janvier dernier, j'avais été reconvoqué, grâce à la mobilisation sur les réseaux sociaux, la mobilisation sur les gens sur Il y avait place, du voilà, soutien dehors. Hein. Il y avait sur place, Alexis Corbière, voilà, il y avait tout, il y avait ça, plein de monde. voilà, mais même les gens qui se déplacent pas, juste un truc, voilà, réseaux sociaux, on a vu le truc, etc. Donc Ouais. chacun peut faire à son échelle. Et du coup, ça avait fait venir Jérémy. Donc il m'avait mis normalement les deux mêmes barbouzes pour m'auditionner que la dernière fois, qui m'avait falsifié les preuves. Et grâce à tout Mmh. ça, j'ai eu deux collègues qui ont fait leur travail normalement, j'allais dire, sans chercher à me piéger, qui vont poser les questions qu'on leur a demandées, mais sans chercher à manipuler la vérité. Donc ça porte ses fruits à petite échelle, mais en tous les cas, c'était confortable. Et puis je suis allé beaucoup plus confiant en me disant, on va pouvoir y aller, quoi. Ouais, c'était compliqué, on avait suivi tout ça. Bah écoute, donne-nous Donc de tes merci. nouvelles et merci à toi, à vous. Et puis encore une fois, hein, si le corps de la police pouvait te ressembler davantage, je pense que se porterait beaucoup mieux. Mais il y en a Donc, peut-être beaucoup plus, il y en a beaucoup plus qu'on pense, mais après, c'est juste que l'institution fait tout pour broyer en interne tous les gens qui voudraient lever une tête et que du coup, c'est comment l'exprimer, comment le faire. Voilà, et du coup, on garde que la mauvaise graine qui, elle, est protégée et qui est bien visible, par contre. ouais. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin Merci. d'après-midi, bon mois d'août, De bonnes même. vacances, Ouais, si t'en vacances as. samedi, donc c'est bon. Enfin, les Bon, bah vacances. allez, ça marche. Et puis, à très bientôt. À Et puis, très fais bien bientôt. attention Merci. à toi. Au Au revoir. revoir. Salut. Alors, je sais pas si tu dois quitter. Tu as une petite croix. Voilà, nickel. Merci Alexandre. Merci aux militants, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, et qui font tout ce qu'ils peuvent. Et on vous donnera régulièrement des nouvelles d'Alexandre, évidemment. Et puis moi, d'ici là, je vous embrasse. Merci de partager massivement ce témoignage. Et puis, n'hésitez pas à lancer des alertes et à contacter les médias indépendants pour faire savoir et faire surgir la vérité, puisqu'effectivement, il y a énormément de brouilleurs et on vit dans un État qui veut nous diviser. Donc, s'il y a encore un champ possible à explorer ensemble, allons-y. Voilà, toute la clique vous salue. À bientôt sur Éthique. Ciao.